cercle fait des visites guidées avec ses élèves, les visites du château, les visites de l'église. Voilà, et ce soir, pour la première fois, nous l'accueillons ici. Il s'agit de M. Wiedanpeter. Bonsoir. Alors, nous accueillons ce soir une conférence extrêmement intéressante sur Saint-Louis. Saint-Louis, comme maintenant vous devez tous le savoir, a été le comte de Beaumont. Et notre professeur honoraire de la faculté, n'est-ce pas, en dernier lieu la faculté d'Amiens, étant un spécialiste de la littérature médiévale, va ce soir nous parler longuement de Saint-Louis tout au long de la vallée de l'Oise, Beaumont, mais aussi Royaumont et peut-être bien d'autres choses. Alors je vous laisse la parole. La présentation était très élogieuse et j'espère que les applaudissements n'étaient pas pour la conférence qui n'a pas encore commencé. Je voudrais commencer par une digression qui peut-être nous ramènera à notre sujet. Il y a peu de jours, je regardais pour la énième fois un court-métrage de Chaplin que j'aime bien, qui s'appelle Charlot Policeman, 1917, si je me souviens bien. Et je me suis rendu compte que j'avais plaisir à revoir dans ce film les passages que j'aimais le mieux. Et ceci nous ramène à votre présence ce soir, parce que tout compte fait, ça a été dit dans la présentation, d'ailleurs, Louis IX, Saint-Louis, dans notre vallée de l'Oise, ma foi, la fondation de Royaumont, la fondation de Montbuisson, sa présence au château de la Reine Blanche à Hyères, sa présence à Beaumont, où il se glorifiait d'avoir converti au catholicisme une famille juive, etc. Tout cela, de près ou de loin, vous le savez. Et donc, j'ai pensé que pour traiter le sujet de manière intéressante, un peu comme tout le monde, je n'avais pas tellement à sortir de ma spécialité, qui est littéraire, et donc je ne me priverai pas, si vous ne voyez pas d'inconvénient évidemment, de parler littérature, car il existe une littérature importante sur Louis IX, et notamment une littérature d'opposition. Et le propos portera aussi sur de la lecture de manuscrits, puisque j'ai dû éditer des textes manuscrits dans ma carrière, et l'on verra des manuscrits qui parlent aussi de Louis IX. Donc, Louis IX est né le 25 avril, à peu près le 25 avril 1214 à Poissy. Et comme c'était la coutume, il a été baptisé très peu de temps après. Très souvent, la mère n'assistait pas au baptême parce que, ma foi, elle se remettait de l'accouchement. Donc le lendemain de la naissance ou le surlendemain, il était baptisé à Poissy également. Premier problème qui se pose, dans cette lignée des Capétiens directs, l'enfant qui était l'héritier potentiel de la charge du royaume portait le prénom de son grand-père. Et il se trouve que ce Louis porte le prénom, on va dire, de son père, alors que son grand-père, le père de Louis VIII, était Philippe II Auguste. Philippe II Auguste, bon, le deuxième du prénom Philippe, et Auguste parce qu'il était né au mois d'août, Augustus. Et donc, Louis s'appelle ainsi parce que l'héritier du royaume était avant lui un Philippe bien nommé, mais qui est mort à l'âge de 9 ans. Donc voilà, Louis IX, qui sera appelé à succéder à Louis VIII. Et si on continue dans la lignée, on se rend compte que le fils de Louis IX s'appelle Philippe. C'est Philippe III le Hardi, pour les gens qui sont spécialistes des surnoms. Philippe III le Hardi, alors que s'il portait le nom de son grand-père comme héritier présomptif du royaume, il aurait dû s'appeler Louis, n'est-ce pas? Louis à cause de Louis VIII. Mais lui aussi.
a eu un frère aîné qui s'appelait Louis, qui est mort à l'âge de 16 ans, probablement d'une appendicite infectée, d'une péritonite. Et donc, c'est le second garçon, Philippe, qui est devenu l'héritier et qui est devenu le roi. Et alors j'enchaîne sur autre chose, c'est que si Louis IX a eu un règne relativement étendu, 43 ans si je ne me trompe pas, son père a régné seulement pendant 3 ans, Louis VIII, de 1226, date de la mort de Philippe Auguste, à 1223, pardon, date de mort de Philippe Auguste, à 1226. On y reviendra tout à l'heure pour une autre raison. Et il est mort des suites de la guerre ou des suites de la bataille, probablement de dysenterie, certains disent d'une typhoïde. Il est mort, comme on le verra, il était âgé de 49 ans. Et le fils de Louis IX, c'est-à-dire le Philippe III dont je parlais, est mort lui-même des suites de la guerre. Alors, on peut dire dans le Roussillon, dans le Languedoc, il revenait d'une bataille dans des îles au large de Barcelone, et il est mort à Perpignan, dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Hortafat, qui est une dépendance de la préfecture actuellement, derrière le monument du Castillet, et il est mort aussi à l'âge de 49 ans. N'est-ce pas? Le père de Louis IX est mort à 49 ans, le fils de Louis IX est mort à 49 ans, et pour les mêmes raisons, pour des causes de combat, de dysenterie ou des histoires de ce genre. Voilà pour situer en quelque sorte la lignée masculine des ancêtres de Louis IX. Louis IX, comme vous le savez, est fils de Louis VIII et de Blanche de Castille. Blanche de Castille mérite aussi quelques mots, et d'autant plus qu'elle va faire l'objet d'une émission de télévision assez connue. Blanche de Castille se trouve être la fille d'une Aliénor d'Angleterre, qui elle-même était la fille d'Aliénor d'Aquitaine. Et cette Aliénor d'Aquitaine était un tempérament féminin vraiment de genre exceptionnel. Aliénor d'Aquitaine a été d'abord l'épouse de Louis VII, le prédécesseur dans le royaume de Philippe Auguste, et elle était ensuite l'épouse de Henri II, qui allait devenir Henri II Plantagenet, c'est-à-dire le roi d'Angleterre. Et dans ce mariage, après divorce d'ailleurs, vous avez une des causes très lointaines de la guerre de 100 ans qui sévira au XIVe et XVe siècle. Une cause très lointaine, d'autant que les Plantagenets étaient d'ailleurs une famille d'origine française, très anciennement, originaire de la région qu'on appelle le Gâtinais, d'un pays qui porte le nom de Château-Landon. Voilà, ils étaient originaires de là, mais très anciennement. Je reviens à Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, c'est quelqu'un qui a apporté au roi de France, Louis VII, un territoire qui était plus grand même que le territoire royal de la France, c'est-à-dire tout le sud-ouest, plus la région de Poitiers, plus l'Anjou, la Touraine, etc. Et cette Aliénor d'Aquitaine, c'est là que je reviens peut-être à la littérature, était elle-même la petite fille de Guillaume IX d'Aquitaine, comte de Poitiers. Ce Guillaume IX était un personnage très puissant du sud-ouest de la France, et c'est un personnage qui est le premier de notre famille. C'est important parce que c'est avec lui que la chanson d'amour, le poème d'amour, est apparu dans la France, alors la France de Languedoc, troubadour. Le troubadour, c'est le trouveur, si vous voulez, puisque le verbe trouver en Languedoc, c'est tropare et latin, et ce qu'il trouve, c'est non seulement de belles images, de beaux sentiments à mettre dans un poème d'amour, mais c'est également la musique d'accompagnement. Le poète, à ce moment-là, le trouveur, le troubadour, est toujours un compositeur de musique. Donc, Guillaume IX est le premier de nos troubadours, il vit ordinairement à Bordeaux ou à Poitiers, et encore une fois, c'est lui l'ancêtre de ces poètes d'amour. Vous pensez à Ronsard, après cela, vous pensez au XXe siècle à Éluard, eh bien, il n'y aurait pas eu de Ronsard ni d'Éluard
sans Guillaume IX. Et alors, on dit toujours que sa poésie, c'est de la poésie courtoise, la fine à mort, etc. etc. C'est très bien, c'est vrai. Il y a des poèmes extrêmement délicats, adressés à la femme que l'on aime, des poèmes, je dirais presque de dévotion amoureuse, et il y en a d'autres qui sont des poèmes érotiques, pour ne pas dire pornographiques. Si le sujet vous intéresse, j'en ai publié et traduit, enfin, en employant des euphémismes, qui d'ailleurs se trouvaient dans le texte, et je vous en donnerai la référence si cela vous plaît. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer que ces poèmes érotiques et même pornographiques étaient chantés et récités à la cour. Une cour qui, en l'occurrence, était la cour de Bordeaux ou la cour de Poitiers. Et alors, pour en revenir à Aliénor, sa petite fille. Aliénor, la petite fille, épouse en première noce, donc, Louis VII. Louis VII, le roi de France, fils de Louis VI, et donc père d'un deuxième mariage de Philippe Auguste. Ce Louis VII, c'est un personnage qui vit à Paris. À Paris, il y a du brouillard, j'allais dire du fog, un peu plus qu'à Bordeaux, ou à Toulouse, ou à Poitiers même. Et Aliénor d'Aquitaine s'ennuie ferme. Il paraît qu'elle l'a trompé beaucoup, etc. Mais généralement, c'est la réputation qu'a une reine qui est d'origine, je dirais, extérieure à la région où elle se marie. N'est-ce pas, on se méfie beaucoup d'elle. Enfin, c'est un personnage qui avait une grande vitalité, et donc, épouse de Louis VII, elle lui donne deux filles. La première, c'est Élise de Blois, et la deuxième s'appelle Marie. Et cette Marie épouse le comte de Champagne, Henri, dit Henri le libéral. Et alors c'est là qu'on revient à quelque chose d'important dans les littératures, c'est que cet Henri le libéral, aidé d'ailleurs par Marie de Champagne, a été le protecteur de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, le romancier, vous connaissez, c'est par lui que dans notre civilisation, nous avons connu Lancelot, Gauvin, Perceval, Galahad, etc. Yvain, etc. J'en passe. Mais Chrétien de Troyes, qui était donc c'est Christian, si vous voulez, originaire de la ville de Troyes, et donc en Champagne, a commencé sa carrière comme trouvère. Il l'a commencé comme poète lyrique. Et donc il est allé faire des stages à Bordeaux, à Toulouse, pour voir un peu comment on ajustait la mélodie qu'on avait inventée aux paroles que l'on composait. Il a commencé comme un poète lyrique. Et on peut dire que Chrétien de Troyes est le premier de nos trouvères. Alors voilà, disons, l'arrière-grand-mère de Louis IX aura été en quelque sorte quelqu'un qui aura passé la civilisation du Midi avec la fine à mort dans les pays de langue d'Oïl avec les trouvères. Et le trouvère, c'est aussi un trouveur, celui qui trouve à la fois la mélodie, la musique, et qui trouve les paroles. Et c'est important parce que Louis IX lui-même, jeune homme, aura baigné dans cette atmosphère qui est une atmosphère de courtoisie, de culture, de loisirs, de chansons, de lyrisme, etc. Mais, chrétien comme il était, fervent comme il était, un beau moment, il n'aura pu supporter que ce qu'on appelle, au milieu du XIIIe siècle, la chanson pieuse, c'est-à-dire une chanson d'amour qui est convertie en cantique, évidemment à la femme majeure de la religion catholique, c'est-à-dire à la Vierge Marie. Imaginez des poèmes d'amour dont on garde la mélodie et qui sont convertis en quelque sorte en poèmes de dévotion à la Vierge. Alors voilà quelle aurait été la contribution de Louis IX dans cet ensemble culturel. Voilà pour la situation dans si vous voulez, dans la lignée de Louis VIII et dans la lignée de Blanche de Castille. Vous avez ici le gisant, justement, d'Aliénor d'Aquitaine. Il est dans l'abbaye de Fontevraud, qui se trouve non loin d'Angers, dans le département du Maine-et-Loire. Et alors c'est intéressant parce que cette Aliénor d'Aquitaine dont je parlais il y a 2 minutes, c'est une des rares femmes qui est représentée sur sa tombe, en quelque sorte, en train de lire un livre. D'habitude, la femme, si vous avez vu des gisants, c'est-à-dire de ces effigies de défunts
sur le tombeau. Après tout, Gésir, ça veut dire être couché pour l'éternité. Sigi un tel, comme on le lit sur les stèles au cimetière. Et bien voilà, cette Aliénor d'Aquitaine n'est pas représentée comme un chef-d'œuvre de fidélité, si vous voulez. L'homme est représenté avec un lion, avec une épée, des armes, etc. Et la femme, on lui demande, elle, d'être fidèle, c'est-à-dire qu'elle a les pieds sur un chien qui est, en quelque sorte, le symbole de la fidélité. Elle, non, mais elle est en train de lire. Et le rapport avec la lecture, la littérature, la poésie, etc. Et à l'abbaye de Fontevraud, vous voyez que le gisant est double. C'est Aliénor d'Aquitaine avec son second époux, c'est-à-dire le roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet. Henri II Plantagenet. Et alors, soit dit en passant, cette Aliénor d'Aquitaine, et puis après j'en finirai avec Blanche de Castille, Stéphane Bern en parlera plus longuement plus tard, avec Henri II Plantagenet, elle a eu, je crois, 3 garçons et 4 filles. À moins que ce ne soit 4 garçons et 3 filles, enfin 7 enfants, oui c'est ça, 4 et 3, 7 enfants, dont l'aîné a été Richard Cœur de Lion, qui est devenu roi d'Angleterre, et qui a participé à des batailles dans le royaume de Jérusalem, en son temps, et qui était un personnage si terrible que quand les petits musulmans ne voulaient pas manger leur soupe, on leur disait « je vais chercher Richard ». Et là, ils mangeaient leur soupe. C'est des histoires qui sont racontées à l'époque, justement, tellement ce personnage était terrible. Toujours est-il que notre Aliénor d'Aquitaine, à l'âge de 78 ans, se dit que sa petite fille, qui s'appelait Blanche, qui, enfin, du moins, ferait bien l'affaire comme épouse de l'héritier présomptif du royaume de France, c'est-à-dire Louis VIII. Et qu'est-ce qu'elle fait, 78 ans? Elle est un peu grippée, mais enfin, elle est à l'abbaye de Fontevraud, comme dans une maison de retraite. Elle prend son cheval, elle s'en va en Espagne. Et en Espagne, elle avait 2 petites filles. Elle choisit une petite fille qui s'appelle Blanche, qui lui paraît mieux convenir en lui que l'autre sœur, et elle revient. Alors, grippée comme elle était, elle rentre à Fontevraud par Poitiers. À Poitiers, elle en profite pour mourir, et donc elle est enterrée en par Fontevraud dans l'abbaye, comme vous la voyez. Mais Blanche de Castille aura pu devenir l'épouse de Henri VIII. Voilà. Cette fois, nous en arrivons à la transition de Louis VIII. Blanche de Castille aura pu devenir l'épouse de Louis VIII. Je vous ai bien rectifié quand même. À la transition entre le règne de Louis VIII et le règne de Louis IX. Vous avez là une reproduction d'enluminure d'un ouvrage qui a été composé au milieu du XVe siècle, qui s'appelle Les Grandes Chroniques de France, et que dans le somme, les chroniques, les annales du passé de la France. L'auteur de cette enluminure, puisque l'ouvrage a été fait à Tours, c'est Jean Fouquet. Jean Fouquet, l'enlumineur, c'était de Tours, justement. Et c'est intéressant parce que vous avez là une vue simultanée, n'est-ce pas? Vous avez à gauche une représentation de la ville d'Avignon. La ville d'Avignon, dans ses murs, évidemment, le palais des papes n'existait pas encore, et vous voyez que le Rhône, l'enlumineur n'avait pas de voir souvent, parce que ça ressemble à neige, et on voit. Et enfin, vous avez une représentation ici du siège de la ville d'Avignon par Louis VIII pendant l'été de 1226. Louis VIII a fait vous imaginez comment on se nourrissait sur le champ de bataille quand il faisait chaud, au temps où les congélateurs n'existaient pas. Alors il revient vers Paris, et ceci, c'est une figuration, alors tout à fait imaginaire, d'un château auvergnat, qui est le château de Montpensier. Montpensier qui se trouve à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres de Rion, 25 kilomètres à peu près de Clermont-Ferrand, et au temps de la ville de Vichy, qui se trouve dans le département de l'Allier. Et vous voyez le roi figuré ici, avec son camail bénigne sur les épaules, et sa robe bleue sur la tête. Et tout contre, ici, vous voyez une représentation d'une chapelle de la cathédrale de Reims, où Louis IX est sacré roi, et il est sacré roi le 29 novembre 1226. Vous voyez,
on voit la fin du règne de Louis VIII et, ma foi, ce qui fait le commencement du règne de Louis IX. Mais enfin, le calcul est rapide à faire. C'est un personnage qui est sacré roi à l'âge de 12 ans. Louis IX. Ce que vous avez ici, c'est une enluminure, je vous avais promis des enluminures, une enluminure très précieuse d'une Bible qu'on appelle la Bible de Tolède. Pourquoi? Parce que la plus grande partie de cette Bible est conservée dans le trésor de la cathédrale Notre-Dame de Tolède. Et alors, cette page est la page de dédicace. Alors, c'est peut-être dans ce volume-là, il y a aussi quelques feuilles à détacher qui sont à la bibliothèque Morgan, Pierre Comte, Morgan, librairie de New York. La page de dédicace, si vous voulez, le frontispice de cette Bible. C'est une Bible que Blanche de Castille a commandée dans son pays, donc dans la Castille, pour l'éducation de son fils, le jeune roi. En effet, Louis VIII avait prescrit avant de mourir que Louis IX, qui lui succéderait, devrait en quelque sorte gouverner sous la régence de sa mère jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire jusqu'à ses 20 ans. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez ici la reine Blanche de Castille, elle lève le bras gauche, et vous savez que dans ces représentations dans le minure, les gestes sont souvent symboliques. Elle lève le bras en se rendant compte de l'importance de son interlocuteur et aussi de l'importance de sa mission. Alors ils ont chacun un trône. Voici la régente, Blanche de Castille à gauche. Comme vous voyez, elle porte un manteau bleu, dessous une robe rouge, et le manteau bleu est doublé, n'est-ce pas, on dirait de blanc avec des taches noires, c'est-à-dire de l'hermine. Et ça, je vous l'avais dit autrefois, l'hermine, c'est à l'époque une fourrure extrêmement précieuse et extrêmement coûteuse. Le mot d'hermine vient d'une, si vous voulez, c'est la contraction d'une expression rat-hermin, c'est-à-dire rat d'Arménie. C'est-à-dire que si vous voulez de l'hermine à Paris, vous la faisiez venir, cette hermine, par l'import-export, si vous voulez, d'Arménie. Vous dire que ça devait coûter tout de même assez cher, surtout pour en faire la doublure d'un manteau complet. Mais enfin, c'est un manteau royal. Alors voici Blanche de Castille, et voici son fils, qui a entre, mettons, 12 et 15 ans, quelque chose comme ça. Il est bien ici dans ses attributs de roi, avec un manteau rouge, une robe bleue au-dessous. Vous voyez qu'il a un sceptre, il tient de la main droite. Et ce qu'il a dans la main gauche, c'est ce qu'on appelle une chrysobule. Chrysobule, c'est-à-dire une boule d'or. Une boule en or, c'est le symbole de l'importance que vous avez en tant que personnage qui prend des décisions. C'est un usage qui nous vient qui nous vient très lointainement du Moyen-Orient, et la bulle, c'est un usage dont on parle encore dans la cité du Vatican à Rome, puisqu'on garde là les traditions peut-être plus qu'ailleurs. Mais ça signifie que le personnage qui est en tutelle de sa mère, du point de vue de la régence, a tous les attributs tout de même pour prendre des décisions. C'est lui qui, à la fin, prend les décisions. Et alors, il est représenté généralement, ce Louis IX, comme un blondinet, plutôt blond. Vous voyez, là, il est un berbe, mais je crois qu'il le sera toute sa vie. Et c'est un blond aux yeux bleus. Qui ça, au cas où vous ne l'auriez pas vu dans le milieu, il est écrit comme ça. Et vous voyez que le thème religieux se trouve derrière les personnages. Ce sont des églises que vous voyez construites derrière. Donc, le goût des fondations religieuses remonte à loin. Je voulais vous dire une chose, c'est que ce que vous voyez ici, en bistre, disons, c'est la feuille d'or. Le fond est doré à la feuille d'or. Ce Moyen-Âge ne se privait de rien, puisque vous connaissez le spectacle de lumière de la cathédrale d'Amiens. Vous avez des personnages qui ont des robes dorées. L'or, c'est de la feuille d'or. Et quand vous avez des personnages qui sont représentés avec une robe bleue, le bleu, c'est de l'azur, c'est-à-dire de la pierre, on va dire de la pierre fine, du lapis lazuli, que les hommes connaissent bien, qui est pilé, il en faut une certaine quantité pour peindre la surface du monde. Mais enfin, ça fait rien. Et alors, voilà, vous avez la partie haute que nous venons de commenter, et la partie basse, ici,
nous montre comment cette Bible a été faite. Cette Bible a été faite, je disais, pour Louis IX, et pour son éducation à la fois morale et spirituelle. C'est pourquoi on dit que c'est une Bible historiale. Historiale dans le langue du Moyen-Âge, ça veut dire qui peint des histoires. C'est-à-dire qu'il y a des illustrations. Et c'est une Bible moralisée, dit-on aussi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complète, mais qu'on a choisi les épisodes qui sont le plus susceptibles de participer à l'éducation du roi, n'est-ce pas? Et d'un roi qui a un certain caractère déjà. Alors vous voyez que la Bible en question est dictée par un moine. C'est un moine, il a une tonsure, que d'ailleurs dans la langue du Moyen-Âge on appelle une couronne. Quand vous entendez parler d'un roi, d'un moine couronné, ça ne veut pas dire que c'est un moine qui a des prétentions à la royauté, ça veut dire que c'est un moine qui porte la tonsure. Et vous voyez, il a un geste ici, un geste d'autorité, c'est-à-dire il faut copier ce que je te dicte. Et ici, vous avez un clerc, un jeune homme, encore tonsuré, lui, apparemment, qui est en train de copier, et d'ailleurs dans une posture qui peut être très fatigante. Il n'est pas gaucher, hein, il écrit bien de la main droite, et ce qu'il a dans la main gauche, c'est un grattoir. Le grattoir qui permet de gratter le mot qu'on a écrit pour rectifier éventuellement. Et alors, détail, on pourra en dire plus long tout à l'heure si l'on veut. Vous savez, les manuscrits du Moyen-Âge, on pouvait les confectionner sous la dictée de quelqu'un. C'est-à-dire à ce moment-là, vous aviez 20 pupitres et 20 moines qui copiaient le texte qu'on leur dictait. Et puis vous aviez le personnage, c'était un moine d'ailleurs aussi dans des officines du quartier Latin de Paris à partir du XIIIe siècle, qui copiait aussi d'après un modèle. Et ça, quand vous avez un peu l'habitude du manuscrit, vous mettez à peu près un quart d'heure à repérer si le texte a été dicté ou si on s'est servi d'un modèle écrit. Je vous indiquerai le moyen peut-être tout à l'heure si ce sera un peu trop long pour le moment. Alors voilà cette Bible qui fait partie, qui n'a pas de code, qui fait partie du trésor de Tolède. Voilà, alors là, je vous ai promis un manuscrit. Celui-ci, c'est un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, français 5716, et c'est le manuscrit de la vie et des miracles de Saint-Louis par un personnage qui s'appelait Guillaume de Sainte-Patu. Patu, c'est un prénom, donc il s'écrit T-H-U-S. Je dis ça puisque pour un premier enfant, quelquefois, on a le goût des noms originaux, la Patu, dans toute concurrence. Donc, ce Guillaume de Sainte-Patu était originaire de ce pays nommé Sainte-Patu, qui se trouve dans les collines d'Île-de-France, si vous voulez, entre Dammartin, Angoël et Meaux. Sainte-Patu, c'est un pays qui est près de Angers, Montion, ces pays-là. Ce Guillaume de Sainte-Patu, c'était un religieux, un franciscain, c'est-à-dire de l'ordre de Saint-François d'Assise. Vous savez que les franciscains, on les appelait aussi les cordeliers, tout simplement parce qu'ils avaient pour ceinture une corde, on va dire une ficelle pour les vies. Et comme robe, ils avaient la toile à sac, tout simplement. Donc, ce que vous voyez là, c'est apparemment dans ce manuscrit qui date du début du XIVe siècle. Guillaume de Sainte-Patu a vécu, il a vécu dans la seconde moitié du XIIIe. Vous avez là une représentation de l'éducation de Louis IX. Alors on pourrait lire d'ailleurs ce qui précède. Si finissent les chapitres et commence la vie de Monseigneur Saint-Louis, dont le premier chapitre est de sa sainte nourriture, c'est-à-dire l'éducation. Le mot nourriture signifie éducation, sainte nourriture, qui fut dès son enfance. Et alors comme vous voyez, cette annonce qui est à la fois la conclusion des chapitres qui ont précédé et l'annonce de ce qui va suivre, n'est-ce pas, c'est écrit en rouge. C'est écrit en rouge. En latin, l'adjectif rouge se dit ruber. Et ceci s'appelait rubrica, c'est-à-dire des éléments copiés en rouge. Ce neutre pluriel latin est devenu un féminin singulier, la rubrique. La rubrique, c'est l'annonce d'un chapitre, normalement
écrite en rouge. Et voilà l'origine de ce que nous appelons une rubrique. Alors pour s'intéresser à l'image maintenant, vous voyez ici la même Blanche de Castille qui pointe l'index comme pour affirmer que ce qui se passe est important et qu'elle y a mis toute son autorité. Vous voyez ici un moine que peut-être après tout un frère, un franciscain, mettons, mais enfin il porte la tonsure, et il est en train d'éduquer le jeune roi Louis IX. Et vous pouvez remarquer aussi, on lui a déjà mis le nimbe autour de la tête, il est déjà saint à cet âge-là, et ils sont en train de feuilleter des pages qui sont des pages de la Bible, sans doute, catéchisme, ce que l'on voudra, et il porte une robe qui est marron. Ça n'est pas du tout royal, cela. C'est une robe de moine, n'est-ce pas? Donc, on insiste aussi sur l'humilité du personnage. Et alors, le même Guillaume de Saint-Patu raconte quelque part que si le roi Saint-Louis ne se souvenait pas de ce qu'on venait de lui dire, bah, il prenait une gifle, n'est-ce pas, du frère en question, qui, ma foi, apparemment ne s'en privait. Mais ça faisait partie aussi, on va dire, pour aller vite, de l'humilité, de l'éducation. Voilà. Alors là, dans le même recueil, je commence ici pour le premier chapitre, ici finit le premier chapitre, et commence le second qui parle de la merveilleuse conversation en croissance, n'est-ce pas, premièrement, l'histoire. Et